Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir d'info, deuxième partie, c'est tout de suite avec Maître Abdoulaye Tine, docteur en droit, spécialisé en droit international, avocat au barreau de Paris. Bonsoir Maître. Bonsoir Sarah. Merci d'être des nôtres. Merci pour l'invitation. Alors, ce mardi 28 mai 2024, le Sénégal organise la 4e édition du dialogue national, centré cette année sur le thème de la réforme, mais aussi de la modernisation de la justice. En tant qu'acteur de la justice, comment abordez-vous, comment imaginez-vous la tenue de ces concertations et surtout, qu'attendez-vous d'elles? Écoutez, concernant la première partie de la question, à savoir comment nous voyons les choses, je pense que c'est déjà quelque chose de tout à fait attendu et opportune dans la mesure où ces dernières années, tous les problèmes que nous avons vécus au Sénégal ont pour soubassement direct des questions institutionnelles liées au fonctionnement de la justice. Et je pense que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé dès son accession au pouvoir, déjà dans son discours du 2 avril, avait marqué cette volonté d'apaiser l'espace public, d'apaiser et de réconcilier les Sénégalais par effectivement une refondation de notre système judiciaire qui passe par la modernisation, mais également qui passe par les réformes. Et vous l'aurez sans doute senti, la justice, c'est parce qu'il doit commander le respect, qu'il doit inspirer confiance. Et que ces dernières années, malheureusement, le lien de confiance entre citoyens et justice était rompu quelque part ou remis en cause, et les citoyens étaient passés d'une attitude de méfiance dans un premier temps vis-à-vis de la justice à un comportement de défiance que nous avons vu. Alors, vous l'avez dit, cet exercice c'est pour restaurer la confiance entre la justice et les justiciables. Il faut le rappeler, on l'a vu tout à l'heure dans le journal de 20h, que ce n'est vraiment pas la première fois que ce genre de concertation a été organisé au Sénégal. Toutefois, pour réformer et moderniser le secteur, beaucoup sont d'avis qu'il faut plus qu'une journée de concertation. Généralement, les conclusions également finissent dans les tiroirs et l'exercice semble s'apparenter beaucoup plus à un coup d'éclat, on va dire, qu'autre chose. Comment faire pour éviter ce phénomène et veiller surtout à ce que ces concertations aboutissent à des réformes concrètes? Oui, je pense que c'est là où d'ailleurs la démarcation se trouve. La particularité par rapport à ce que nous avons vécu en 2018, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a eu des réflexions. Déjà du point de vue de la thématique, c'était uniquement sur la modernisation de la justice. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a réforme, donc c'est encore beaucoup plus profond, et modernisation vient en deuxième lieu. Le second point, c'est que ce n'est pas une cérémonie d'une journée d'une certaine manière. Déjà, ça va s'étaler sur plusieurs jours, 3-4 jours, et surtout, il y a la constitution de groupes de travail. Donc, c'est vraiment un travail, avant tout, entre acteurs de premier plan de la justice, que ce soit les magistrats, les avocats, les huissiers, mais d'autres opérateurs économiques aussi qui ont intérêt au bon fonctionnement de la justice, et d'autres acteurs qui sont les citoyens et les associations de la société civile. Donc, la démarche consistant à créer d'abord, dans un premier temps, une commission, des groupes de travail, ensuite deux groupes de travail, ensuite des commissions donc scientifiques. Il y aura un comité scientifique, il y aura un rapport général qui va être présenté à la fin des travaux, et d'ailleurs après bien sûr ça va dans le rapport il sera matérialisé une feuille de route qui est destinée véritablement à être opérationnalisée. Donc vous l'aurez sans doute senti, là on est dans la perspective de recherche action fondamentale d'une certaine manière, c'est destiné à l'application, et d'ailleurs cela découle du message à la nation que le président Bassirou Diomaye Faye avait délivré
le 3 avril, à la veille de la fête de l'indépendance, il avait réitéré effectivement à cette occasion, en tout cas l'impératif nécessité d'organiser ces rencontres. Donc des assises, ce qui veut dire que c'est déjà ce qui va se passer est un prélude quelque part à l'organisation de ces assises. Donc il ne faut pas confondre déjà donc les assises qui vont être encore des réflexions beaucoup plus ouvertes, parce que la question de la justice n'est pas seulement une question de praticiens du droit. La justice est à la lisière du droit, de l'anthropologie et de la sociologie, mais également de l'économie et d'autres dimensions psychologiques. Si je vous entends bien, il n'y a pas de souci à se faire, parce que ce qui est sûr, c'est qu'au Sénégal, on n'a jamais eu de problème pour réellement poser un diagnostic sur les maux de notre société. Le souci qu'on a plutôt, c'est tout le temps d'assurer le suivi aux réunions, aux concertations, voilà, aux échanges en tout cas. Donc si je vous entends bien, ces concertations qui vont durer 3 à 4 jours doivent aboutir sur les assises de la justice. Tout à fait, et de manière beaucoup plus large, cela s'inscrit dans le cadre des 5 orientations majeures que le président avait dégagées déjà dès le Conseil des ministres qui s'est tenu le 9 avril. Et il avait instruit son Premier ministre d'instruire ces 5 axes. Et le premier axe, c'est la réforme, la modernisation de la justice. Donc c'est une priorité. Ce qui veut dire que c'est déjà derrière les discussions, il y a une véritable volonté politique qui change, qui est destinée en tout cas à transformer de manière systémique, parce qu'ils ont 5 axes pour transformer le Sénégal de manière systémique. Premier axe, modernisation de la justice. Deuxième axe, protection des droits humains. Troisième axe, effectivement, c'est la transparence, la bonne gouvernance et la reddition des comptes. Et l'autre axe qui vient, bien sûr, c'est la modernisation du système démocratique et électoral. Vous l'avez vu donc, c'est tous les points qui ont été, en tout cas, à la base des tensions et des dérives ou des contestations que nous avons eu effectivement à vivre ces dernières années au Sénégal. Donc moi personnellement, je ne me fais pas de soucis, parce que pour une fois, c'est une réforme qui y est précédée d'une volonté politique. Avant, on convoquait les praticiens du droit. Le diagnostic était fait même avant 2018. On se rappelle des conclusions des assises nationales. Donc on avait tout ce qu'il fallait réformer dans le système de la justice, parce que quand même les assises, c'était un travail déjà de longue haleine, en profondeur, avec quasiment une année, 12 mois de discussion ou plus. Par la suite, il y a cette commission qui a travaillé, qui a diagnostiqué toutes les problématiques. Et aujourd'hui, tout laisse croire, en tout cas, qu'au sortir de ces rencontres, nous allons pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés et que je voudrais rappeler. Premier objectif, bien sûr, par rapport à cela, c'est donc avoir un régime beaucoup plus encadré pour les peines privatives de liberté, d'une certaine manière. Les peines privatives de liberté, vous l'avez vu au Sénégal, avant la réforme en matière correctionnelle, on pouvait vous détenir de manière illimitée. Maintenant, la loi a changé, c'est une bonne chose. Si on vous détient 6 mois, si vous n'êtes pas jugé, vous êtes remis d'office en liberté. C'est ce que vous appelez le régime de la sanction pénale. J'allais venir à cela justement, parce qu'on sait que parmi les thématiques proposées pour ceux qui nous suivent, donc c'est statut des magistrats, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la dématérialisation du service public de la justice, le régime de la sanction pénale dont vous parlez, les réformes de l'administration pénitentiaire et les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté, la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi. Alors là, je fais appel au point de vue de l'avocat. Si vous deviez hiérarchiser, s'il vous appartenait aujourd'hui d'hiérarchiser le traitement de ces thématiques, par quoi commenceriez-vous ? Alors, peut-être déjà, on pourrait, dans une démarche purement académique, c'est-à-dire heuristique, comme on dirait à l'université, utilitaire, essayer de faire une hiérarchie comme c'est présenté. Bon, je maintiendrai la même chronologie donc, par rapport au déroulé. Sauf que dans la pratique, il y a une indivisibilité et une interdépendance de tout cela. Parce que pour que la justice puisse fonctionner convenablement, il faut effectivement assurer
déjà l'indépendance des magistrats, vous l'avez dit tout à l'heure, et l'indépendance est statutaire, mais en même temps, l'indépendance est donc aussi découle de l'autonomie qu'ils ont par rapport aux moyens pour pouvoir exécuter leur mission d'une certaine manière. Donc ça ne sert à rien de leur donner une indépendance statutaire sans qu'ils aient les moyens. Mais en même temps, nous devons réfléchir sur quelle forme de justice nous voulons. Parce que la société sénégalaise a beaucoup changé. Le monde a changé. Aujourd'hui, le droit international est à l'ère des droits de l'homme. Et vous voyez que dans notre code pénal aujourd'hui, nous avons des dispositions qui ne sont pas en phase, en adéquation avec les impératifs ou les exigences en matière de respect des droits de l'homme. C'est l'occasion de poser le débat, de dépoussiérer tout cela et de moderniser. Mais aussi, pour terminer, vous l'avez vu, le monde a changé. Nous sommes à l'ère de l'e-gouvernance, d'une certaine manière. La modernisation, c'est la dématérialisation, la numérisation de la justice, parce que je le vis à Paris depuis plus de 10 ans, quand on a des procédures d'instruction, déjà il y a 10 ans, on vous donnait un CD-ROM. Maintenant, vous n'avez même plus de CD-ROM, on vous envoie un lien à télécharger d'une certaine manière. Et vous faites des télérecours, et c'est un gain appréciable de temps, mais surtout, ça révolutionne et ça facilite la collaboration entre les acteurs de la justice. Alors, question pratique. Pour de nombreux citoyens, la justice est aux ordres de l'exécutif. C'est l'impression qu'ils ont. Combattre l'hyper-présidentialisme en ayant le courage de modifier la Constitution, selon vous, ne serait-il pas un acte fort à poser par un gouvernement qui a prôné justement une rupture? La réflexion est ouverte. C'est déjà la raison d'être de ces concertations. Mais moi, personnellement, ma conviction en tant que, non pas homme politique, mais avant tout avocat et militant des droits de l'homme, est qu'au Sénégal, il est temps effectivement qu'on puisse revoir en tout cas la présence de certaines autorités au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Moi, je suis convaincu que le président de la République n'a pas de place au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Et ça, c'est aussi l'un des objectifs de la réflexion. Lorsqu'on parle de la transparence par rapport à la gestion de la carrière des magistrats, on parle de l'objectivation des critères d'avancement des magistrats. Et c'est pour éviter qu'il y ait donc quelque chose à attendre du pouvoir exécutif. Comme j'ai l'habitude de dire, le meilleur des juges, c'est quelqu'un qui n'a rien à attendre, et rien à craindre du pouvoir exécutif. Donc, enlever donc la présence de ces autorités, et je ne suis pas le seul à le défendre, les associations de défense des droits de l'homme le défendent, et si vous regardez les recommandations du rapport de 2018, c'est effectivement ce qu'il préconisait, donc parce que, si vous voulez, toute la problématique consiste à cette ambivalence qu'il y a. En fait, la justice, c'est avant tout, certes, il y a un aspect politique, mais c'est un service public de la justice et qui doit être géré par le ministre de la Justice. Mais je suis pour qu'on cantonne le rôle du ministre de la Justice à cette gestion et cette distribution de la justice et les allocations des moyens administratifs et autres. Mais tout ce qui est gestion des carrières des magistrats, on doit quand même donner une autonomie organisationnelle et fonctionnelle au Conseil supérieur. Alors, moderniser la justice, c'est aussi la rendre plus protectrice des droits humains. À ce titre, on ne peut s'empêcher d'évoquer Rebeuss, la prison de Rebeuss, qui, de l'avis de droits de l'homiste, est un instrument de violation de la dignité humaine, tant la surpopulation carcérale et fait sauter tous les compteurs. Comment changer cette situation? Écoutez, moi je pense que déjà c'est l'une des finalités premières de cette réforme. Parce que aujourd'hui, aussi bien le président que surtout et son premier ministre, tous les deux sont mieux placés que quiconque pour connaître l'univers carcéral et les... pour y avoir été des pensionnaires. Pour y avoir été. Donc, quelque part déjà, le fait même qu'ils soient des ex-pensionnaires, déjà a réveillé un élan d'espoir pour toutes ces personnes qui sont détenues dans des conditions inimaginables, qui ne sont même pas dignes pour détenir un animal, excusez-moi le terme, dans certains coins de la prison d'une certaine manière. Et ça doit cesser. Ça, c'est un impératif. Ça, on ne peut pas, en 2024, se permettre de détenir
des humains, nos concitoyens, quoi qu'ils aient dit, quoi qu'ils aient fait dans des conditions pareilles. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, la rencontre doit être aussi l'occasion de réfléchir sur la finalité de la prison. La finalité de la prison, ce n'est pas la sanction. On doit d'ailleurs effacer le C, c'est maison d'arrêt, point barre. Il n'y a pas de correction. Les traitements inhumains et dégradants, c'est terminé. Ça, c'est une logique coloniale qu'on nous a laissée. C'est pour ça qu'on doit quand même réécrire nos textes, réécrire la philosophie générale de notre finalité carcérale d'une certaine manière. Et lorsque vous regardez le surpeuplement aujourd'hui, loin de permettre d'atteindre l'objectif de rédemption, c'est-à-dire quelqu'un qui a fauté, on le met au banc de la société, il doit réfléchir et revenir. Parce que le plus important, chaque fois que quelqu'un n'arrive pas à se réinsérer, c'est un échec de nous tous collectivement parce que nous n'avons pas pu quand même permettre le régime de sanctions de fonctionner efficacement. Sauf que ce qui se passe avec cette promiscuité, avec tout ce qui se passe là-bas comme atteinte à la dignité humaine, les personnes ressortent avec une haine viscérale contre le système qui les a envoyés là-bas. Au lieu de s'amender, et au contraire, ils deviennent des ennemis à la fois, on va dire, du système qui les a envoyés, mais ils ont une haine contre tout le monde quelque part. Donc ça veut dire que nous devons repenser la finalité de la prison. Dans d'autres sociétés, pour terminer, qui l'ont fait, ils ont essayé pour déjà de développer une panoplie de peines alternatives à la détention. Déjà, il y a le bracelet électronique, c'est très bien. Aujourd'hui, on est en train de parler de la souveraineté alimentaire, mais toutes ces personnes qui, à longueur de journée, ne font pas grand-chose, peut-être on pourrait demain les mobiliser avec leur consentement parce que c'est obligatoire. Pour des travaux d'intérêt national. Travaux d'intérêt général maintenant, et surtout pour d'autres missions qui leur permettront plutôt d'acquérir des qualifications pendant leur passage carcéral. Alors, on a presque terminé le temps qui nous était imparti. Je voulais qu'on termine sur deux questions. La première, j'imagine qu'elle fera forcément partie de ces concertation, c'est ce manque criant, il faut le dire aussi, du personnel judiciaire, de juges, d'avocats, de greffiers. Pour les avocats, moins de 450 professionnels pour une population de 17 millions d'habitants. La justice, qui est un droit élémentaire pour tout citoyen, est devenue un luxe, on va dire, osant le dire, dans certaines parties du terroir. Comment y apporter des correctifs à cette avarie? Et puis, la dernière chose, c'est que je suis tombée sur un article du secrétaire général de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal qui semble dire que la justice était avant tout sociologique et qu'il préconisait la réhabilitation de la cour Kadial. En ce sens que de nombreux Sénégalais se réfèrent encore aujourd'hui au droit musulman et que par contre cette juridiction spécialisée dans le droit musulman devrait être réhabilitée pour cohabiter avec le système de justice moderne. Qu'en pensez-vous? Encore une fois, la réflexion est ouverte. Ce qui va se commencer demain n'est qu'un prétexte pour commencer, ébaucher. Après, au bout des journées de réflexion et de travaux, il y aura un rapporteur général qui va remettre un rapport. Ce rapport, effectivement, servira certainement de base au président pour les assises de la justice, encore une fois, qui vont réunir toutes les forces vives de la nation. Je n'ai aucun doute que les imams seront conviés pour y assister. Et ce sont des problématiques, effectivement, de société. Et c'est tout à fait conforme à la Charte africaine des droits de l'homme, parce qu'au-delà de l'universalité des droits de l'homme, l'Afrique a quand même jugé nécessaire de se doter d'une charte africaine des droits de l'homme pour prendre nos réalités coutumières et notre identité sociale. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de questions qui traversent le débat public sont déjà évacuées depuis l'adoption de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 1981 à Banjul. Et depuis lors, les droits de l'homme ils peuvent faire l'objet d'adaptations
basé sur la prise en considération de notre réalité sociale, de nos croyances idéologiques et religieuses, et tout en restant effectivement dans la limite effectivement du noyau dur des droits de l'homme qui est indérogeable d'une certaine manière. L'autre aspect de la question maintenant, la justice devenue un luxe, ça pose la question de l'accessibilité. Ça, c'est vraiment la finalité première. Tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien si les droits restent platoniques. Ça ne sert à rien de donner aux citoyens des droits qui sont ineffectifs. Donc la problématique, en tout cas, de l'accès à l'avocat surtout, parce que c'est là où ça tout commence. Et je pense qu'aujourd'hui, et le président en est conscient, il a prévu effectivement de poser le débat sur la réforme des professions juridiques et surtout effectivement faire face à ce manque criant, parce que moi-même je fais tout le temps la comparaison entre, si vous prenez le barreau de Paris, on est 30 000 avocats. Quand je dis Paris, c'est Paris intramuros, les 20 arrondissements de Paris et tout ça. Je ne parle pas de Versailles, ni de Bobigny, ni de la couronne, donc Évry-Couronne et tout ça. Donc, par contre, au Sénégal, vous l'avez dit, pour 18 millions de Sénégalais, on a moins de 1000 avocats. C'est pas possible. C'est pas possible, ça ne sert à rien d'avoir des tribunaux, de dégager des moyens si les citoyens n'ont pas la possibilité d'accéder. Et pour terminer aussi, pour compléter ce registre, il y a la problématique de la carte judiciaire. Cette carte judiciaire, donc il va falloir revoir la carte, pour plus mais d'équité. surtout rajouter une autre dimension, c'est permettre effectivement sur tout le territoire, partout où vous vous trouvez, que vous puissiez trouver une juridiction administrative et que vous ne soyez pas obligé de venir jusqu'à la Cour suprême à Dakar pour attaquer un arrêté préfectoral. Il y a du boulot qui vous attend. Beaucoup de boulot. Vous êtes prêts? À fond. Plein succès pour vos travaux. La journée du dialogue national prévue ce 28 mai est placée sous le sceau des réformes justement à mener dans le secteur de la justice, mais aussi qui se penche sur sa modernisation. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous. Merci Mathilde. Merci à vous.